vous joindre à nous dans Vision. Avec la création prochaine de l'Agence nationale de dessalement d'eau de mer, l'Algérie s'engage résolument dans la bataille de la sécurité hydrique sans toutefois perdre de vue évidemment ses objectifs en matière de transition énergétique et de préservation de l'environnement. L'énergie solaire devrait donc accompagner en effet les méga projets en cours de stations de dessalement, 5 précisément lancés depuis environ 6 mois. Il y a quelques années, des chercheurs algériens ont justement développé des équipements de dessalement pouvant fonctionner jusqu'à 100% à l'énergie solaire ou photovoltaïque. Docteur Nechida Kasbadji Merzouk, bonsoir, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignante universitaire actuellement, mais vous êtes l'ex-directrice de l'unité de développement des équipements solaires qui a contribué à cet effort de recherche, et vous avez été, il y a quelques jours, honoré par la fondation Wissem Al-Alam Al-Jazairi, la médaille du savant algérien, aux côtés d'autres chercheurs algériens, en reconnaissance à vos réalisations scientifiques et contributions intellectuelles respectives. Est-ce que ça vous résume bien? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On va commencer par une question un peu généraliste, parce qu'on parle souvent des ambitions de notre pays en matière d'énergie renouvelable, en termes de potentiel solaire, particulièrement l'axe comme étant un axe principal, en tout cas, plus de 3000 heures d'ensoleillement par an, mais rarement, on parle rarement en tout cas en matière d'équipements développés chez nous, d'équipements 100% algériens. Quel est justement notre potentiel en la matière? Alors, quand on parle d'énergie renouvelable, généralement, avant de s'engager sur toute application pour production d'électricité ou bien de chaleur thermique, il est clair qu'on doit quantifier les potentialités renouvelables. Et au sein du CDER, qui est le Centre de développement des énergies renouvelables, cette vision d'estimer et de quantifier le potentiel énergétique renouvelable a été mise en place depuis plus de 20 ans. Ceci a permis de mettre en place plusieurs atlas. Il s'est avéré que l'Algérie a un potentiel renouvelable solaire très important, le meilleur du monde, avec les 3000 heures d'ensoleillement que vous venez de citer. Mais en parallèle, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres sources d'énergie qui sont quand même considérables. Je peux vous citer par exemple l'éolien. On va y arriver. J'ai consacré une bonne partie à l'éolien parce que c'est quelque chose c'est vraiment votre domaine de compétence. Et à côté aussi, nous avons des sources géothermales aussi. Exactement. Donc cette source aussi est une source renouvelable. Et sinon, on prend en considération les potentialités disponibles, on peut par exemple affirmer que le potentiel est considérable dans les 3 filières, mais qu'il est différent d'un site à un autre. C'est-à-dire que certains sites présentent des potentiels éoliens plus intéressants que de solaire, certains sites plus de potentiel géothermique plus intéressant. Donc, mais en matière d'équipement? Alors, en matière d'équipement, c'est vrai que pendant longtemps, l'Algérie n'avait pas d'industriels qui fabriquaient des équipements solaires. Et quand je dis solaire, je parle surtout du photovoltaïque. Mais ces dernières années, il y a plusieurs industries qui se sont installées, à l'instar de Condor, qui quand même, ça fait une dizaine d'années. Il y a Miltech, il y a Leni, il y a une industrie au niveau de Wergla. On peut dire qu'en matière d'équipement, l'industrie maintenant s'est mise à fabriquer le panneau solaire. Et nous avons aussi des industries annexes pour les structures, pour tout ce qui est câbles, etc. Oui. Donc on peut dire qu'actuellement, il y a une industrie solaire en Algérie. Alors, c'est le solaire dont vous parlez, c'est l'axe principal de notre programme, ou en tout cas de ce que nous ambitionnons de faire dans les énergies renouvelables. Pour être précis, ce que vos équipes ont réalisé, c'est le développement de technologies dans l'exploitation de l'énergie solaire, vous me corrigerez si je me trompe, dans le dessalement des eaux saumâtres et de l'eau de mer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, vers les années de 2014, vers 2011 à 2014, j'ai dirigé l'unité de développement des équipements solaires, qui elle-même était une unité du Centre de développement des énergies renouvelables, qui a 3 unités, et chaque unité a des activités différentes de l'autre. L'unité de développement des équipements, au sein de l'unité de développement développement des équipements solaires de Bousmaïl, il y avait l'activité eau.
Et à ce moment-là, on avait déjà constaté qu'il y avait des unités de dessalement qui étaient en train de se mettre de par le monde et en Algérie. On a commencé à voir que ces unités, que ces centrales se multipliaient très très vite, vu au stress hydrique qui se manifestait dans le monde. D'ailleurs, je peux vous dire qu'actuellement, il y a 21 000 stations de dessalement dans le monde, ce qui est énorme. Et nous avons vu qu'il y avait le programme des énergies renouvelables et que l'Algérie s'était déjà dotée de 11 unités de dessalement, l'idée était de lancer une activité de recherche dans le domaine. Alors, pour ça, nous avons fait une convention avec l'unité de Foucault, qui était à côté, et nous avons monté, au sein de l'unité, au sein de l'unité de développement des équipements solaires de Bousmaïl, on a mis en place une unité pilote de dessalement d'osmose inverse, couplée directement avec un champ de capteurs solaires photovoltaïques de 3 kW qui permettait de répondre aux besoins de cette unité. L'unité fournit 100 litres d'eau dessalée par heure. Elle a été montée par les équipes de l'UDES, l'équipe qui travaillait sur le montage des panneaux solaires, sur les centrales solaires, et l'équipe de l'eau qui, elle, s'occupait de la partie traitement des eaux. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, toutes les stations de dessalement vont être équipées avec de cette technologie ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ? En fait, ça peut être compliqué parce que ça dépend de la capacité de l'unité de dessalement que vous voulez équiper. Nous, on a fait quelques études, on a fait de la recherche pour voir comment elles étaient. Cette technologie que nous avons mis en place, l'osmose inverse, est-ce qu'elle était énergivore, quels étaient ses avantages, ses désavantages. Il s'est avéré que c'était la technologie la moins énergivore, mais ce qui n'empêche pas qu'elle consomme de 2,5 à 3 kWh par mètre cube dessalé, ce qui est énorme. Quand vous savez que les unités de dessalement qu'on va mettre, les 5 de nouvelles stations sont de 300 000 mètres cubes jour. Ce sont de grandes stations. Ce sont de grandes stations qui sont en cours de réalisation. Il est clair que répondre aux besoins de ces stations entièrement par les énergies renouvelables serait... Partiellement, du moins ? Partiellement, oui. Par contre, l'éolien... Et pourquoi pas entièrement ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi aujourd'hui on peut pas atteindre cet objectif ? Alors, je vais vous dire. Parce que les photovoltaïques demandent... Ces stations sont installées au nord de l'Algérie. Et l'empreinte sur le sol, parce que les panneaux solaires occupent des grandes surfaces. Les panneaux solaires photovoltaïques, vous avez des panneaux de 280 watts. Et imaginez-vous quelle est la quantité que vous devez mettre pour répondre à un besoin, pour répondre à cette énergie demandée. Donc c'est une question d'abord d'espace. Mais il y a d'autres solutions. Par exemple, certains pays ont opté pour l'éolien parce que l'éolien occupe moins de place et les capacités par éolienne sont très élevées. Une petite étude que nous avions fait à l'époque avec un étudiant pour voir est-ce qu'on pouvait répondre à la station de Beni Hawa qui était de 5000 mètres cubes, quelle est la capacité qu'on pouvait installer en éolien pour pouvoir répondre. On avait fait une étude et on avait trouvé au niveau de Ténès une région qui semblait être très vantée et sur lesquelles l'étude avait fourni des résultats qui disaient qu'avec 3 aérogénérateurs de 2 MW, on pouvait répondre entièrement aux besoins de cette station. Donc vous dites qu'on ne pense pas finalement suffisamment à l'éolien pour ces stations, alors que ce serait une solution pour certaines qui se trouveraient dans des régions vantées, comme vous dites. Exactement. Alors, il y a une autre question où l'on parle de plus en plus du coût, à la fois de l'eau produite via le dessalement et celui des équipements dont on parle lorsqu'on fait le choix des énergies solaires, pour rester dans le solaire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le développement de ces nouvelles technologies, on peut maîtriser les coûts, les rapprocher peut-être du prix de l'eau conventionnelle ?
C'est vrai que quand le coût du solaire était élevé, c'était pas intéressant de coupler ces unités de dessalement. C'est quelque chose qui a changé depuis quelques années. Oui, depuis 2016, il y a eu un boom, parce qu'il y a eu la Chine qui est devenue un pays producteur de panneaux solaires, qui ont cassé les prix. Aujourd'hui, quand vous regardez les prix, vous allez voir que certains pays où le coût de l'électricité n'est pas subventionné en Europe, ils ont atteint la parité, en éolien et en photovoltaïque. Donc ça a beaucoup aidé l'introduction des énergies renouvelables. Effectivement, peut-être le coût peut-être ne va pas beaucoup baisser, mais ce qu'on va gagner, c'est les émissions. Il ne faut pas oublier qu'on va moins polluer. Oui. Parce qu'un panneau photovoltaïque et une éolienne, alors l'éolien pollue à 12 grammes CO2 équivalent par kilowattheure, alors que quand vous êtes dans le classique, vous êtes dans l'ordre de 400. C'est incomparable. C'est incomparable. Et la dimension environnementale, aujourd'hui, elle est très importante. Elle est même primordiale. Elle est primordiale. Maintenant, il ne s'agit plus de faire des énergies renouvelables pour seulement produire de l'électricité, mais on doit investir dans les énergies renouvelables pour sauver l'environnement. Oui. Alors, vous parlez de l'éolien depuis le début de l'émission. On y arrive enfin. Je le disais, c'est votre domaine de compétence par excellence. La première carte énergétique éolienne, c'est à vous qu'on la doit. Notre gisement national éolien, je le disais d'ailleurs, reste peu connu. Il est le deuxième axe de production du Programme national de développement des énergies renouvelables. Depuis, la carte des vents en Algérie a été réactualisée avec des moyens et des outils de mesure nouveaux, modernes. Qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui, cette carte des vents en Algérie? Alors, vous savez que pour l'éolien, c'est un peu plus, pour déterminer les potentialités, la carte éolienne, c'est un peu plus compliqué que le solaire. Pourquoi? Parce que ça a l'air moins compliqué. Pourtant. Non, c'est en matière de quantification du potentiel. Pourquoi? Parce que c'est lié à la topographie. C'est lié à la topographie. Donc, quand vous êtes au sommet d'une montagne, automatiquement, vous avez plus de vent que lorsque vous êtes dans un 0 mètre d'altitude par rapport au niveau de la mer. Oui. Alors, à l'époque, quand j'avais établi cette carte, j'avais établi la carte avec peu de données. Parce qu'en fait... Alors, vous direz à quelle date vous avez fait la première carte? La première a été faite en 1994. Je venais à peine de créer cette équipe qui avait été 4 ans après la création de l'équipe, parce que cette activité n'a pas existé jusqu'en 90. En 90, l'équipe a été mise en place. Et du coup, on a produit la première carte qu'on a communiquée dans une conférence internationale. Et en 2000, j'ai sorti la carte. Mais la carte ne suffit pas parce que l'éolien, en plus de la carte des vents, il faut effectuer des études d'impact pour savoir, parce que ce qui vous intéresse quand vous allez mettre une ferme éolienne, c'est de connaître le coût du kilowattheure produit. Oui. Est-ce qu'il est compétitif avec le photovoltaïque ou pas? Alors? Et à ce moment-là, il faut faire ce qu'on appelle des études d'impact qui consistent à connaître, par exemple, si elle est à proximité des routes, si elle est à proximité du réseau électrique, si on peut injecter facilement, si le terrain est disponible. Vous avez travaillé aussi sur ça? Oui, avec le ministère de l'Énergie. Oui. Sur l'éclairage? Non, au niveau pas des sur l'éclairage. C'était avec le ministère de l'Énergie qui avait signé une convention avec le CDR pour trouver quelques sites vantés. Et là, on avait fait une étude de carte, une étude de potentiel microclimatique, on a détecté des zones vantées, et on avait fait des études d'impact et carrément trouvé des zones où l'éolien était rentable. Par rapport aux autoroutes, vous avez travaillé sur les routes. Oui, je parle de ça. En même temps, au niveau quand j'étais à l'UDES, l'équipe qui travaillait dans la division thermique photovoltaïque, on avait une convention avec Naftal, qui à l'époque était en train de mettre en place les fameuses stations d'essence des autoroutes, et qui nous avait demandé de munir ces stations de stations photovoltaïques. Et à l'époque, on avait installé 9 stations photovoltaïques sur les autoroutes qui maintenant servent
de stations de mesure. Ça nous permet de connaître le comportement des panneaux solaires avec le temps. Et nous avons muni d'instrumentation. Et les résultats, les productions, la qualité, on regarde la détérioration la maintenance, panneaux, donc. oui. Et là, on a pour créer une base de données pour savoir quelles sont les technologies les plus valables les plus rentables pour le pays, etc. C'est-à-dire que ça nous a fait comme des stations de tests éparpillées sur toute l'autoroute. Vous ne nous avez toujours pas dit ce qu'elle nous dit, la carte la plus récente de l'éolien. Est-ce que quel est notre potentiel de vent, d'éolien? Alors, la dernière carte qui a été réalisée par le CDR, par l'équipe là, qui a repris, qui était mon équipe et qui fait un excellent travail. Vous êtes à la retraite, il faut le rappeler. Je suis à la retraite, je suis juste enseignante à l'université actuellement. Et l'équipe Gisement que j'avais avec moi à l'époque a continué le travail. L'avantage, c'est qu'ils ont eu beaucoup plus de points de mesure. C'est-à-dire des stations où ils avaient plus de données, et ça a permis d'actualiser, de trouver des sites qui n'étaient pas visibles dans la première carte. Et nous, le fait d'avoir plus de données, on a plus de précision. Oui. Et là, ils ont détecté des zones très intéressantes à la porte du désert, où il y a du terrain, où on peut installer des fermes. Alors, moi, j'ai vu que la région de Hasirmel, par exemple, a récemment été reclassée en matière de potentiel venteux parce qu'elle avait été sous-estimée. Parce qu'il n'y avait pas de données suffisamment pointues à l'époque. Oui. Parce qu'en fait, comme le vent est un phénomène aléatoire, il vous faut 10 années de données tri-horaires. Donc c'est une très très grande base de données afin que vous puissiez un peu balayer tous les phénomènes aléatoires qu'il puisse y avoir. Et là maintenant, après 10 ans, il y a beaucoup plus de données puisqu'il y a des stations qui ont été mises en place et là, il y a l'émergence de certains sites très intéressants. Justement, c'est l'objet de ma question, puisque dans le photovoltaïque, nous avons concrétisé des projets d'envergure, comme pour ne citer que ces deux-là, la station d'El Khneg à Lerwat et plus récemment le toit partiellement solaire de la nouvelle aérogare d'Oran. Est-ce qu'on peut prétendre à des projets de la même envergure, de la même taille pour l'éolien ? Pour l'éolien, les tailles sont très grandes parce que vous avez juste un aérogénérateur aujourd'hui de 6 mégas, qui peut être d'une capacité de 6 mégas. C'est-à-dire qu'un aérogénérateur a une capacité quand même assez grande. Donc, c'est beaucoup plus que le photovoltaïque. Parce que à la différence que le photovoltaïque, il occupe beaucoup de terrain et que l'éolien ne le fait pas. Quoique je dirais que le choix de la technologie, parce que moi je dirais qu'il faut être toujours dans le mix énergétique, que le choix de la technologie ne devrait se faire que par rapport au coût du kilowattheure produit. C'est-à-dire qu'il faut tester, faire des études et des estimations en amont et voir quelle est la technologie qui produit le kilowattheure électrique le moins cher et l'adopter. Oui. Alors, on a souvent parlé des lenteurs, voire des écueils qui ont entravé le développement attendu des énergies propres chez nous, ou du moins de l'orientation déterminée vers le mix énergétique. Vous êtes de ceux qui disent que l'un des maillons faibles des différents programmes nationaux en matière d'énergie renouvelable, c'est la non-adhésion du citoyen, tout simplement. C'est par là qu'on aurait dû commencer. Pourquoi, selon vous, les nombreuses campagnes médiatiques de sensibilisation n'ont pas donné leurs fruits jusqu'à aujourd'hui ? Moi, je pense que lorsqu'on a lancé le programme des énergies renouvelables, le fameux programme de 2011, il fallait en parallèle lancer un programme dans l'urbain. C'est très important. Pourquoi ? Que l'urbain, quand je vous dis dans l'urbain, ça veut dire qu'il fallait mettre la législation qui permettait d'installer des panneaux solaires dans les maisons, etc. Et à l'époque, on disait qu'il fallait que l'État commence par mettre ces installations au niveau des collectivités locales, les hôpitaux. Pourquoi ? Pour habituer le citoyen à voir ces installations et à les adopter et à adhérer à ce genre d'installation. Et la législation à l'époque qui a été mise en place parlait de grandes installations. Et l'urbain n'a pas été pris en charge. Oui. Donc ce vide a fait que
beaucoup d'investisseurs, de jeunes qui avaient créé des start-up et qui ne pouvaient pas installer des capacités très grandes, qui pouvaient être de l'ordre de 3 kilos et qui pouvaient mettre que des petites capacités dans les maisons, se sont retrouvés, ils ne pouvaient pas investir. Ouais. Et le prix aussi, le prix qui n'est pas compétitif avec l'électricité subventionnée, il faut le rappeler, dans notre pays. Peut-être qu'il faudrait trouver des mécanismes pour faire adhérer les industriels, à intégrer les énergies renouvelables à un pourcentage, petit à petit, et surtout intégrer la dimension environnementale. Parce que là, je crois qu'on est arrivé à un stade où on ne peut plus polluer si on veut sauvegarder ce qui reste. Parce que vous parlez des industriels, vous dites justement qu'il faudrait plancher sur l'aspect juridique pour protéger l'investisseur, l'encourager aussi à investir dans les énergies renouvelables. Tout à fait. Il faut peut-être développer des mécanismes, mettre en place une législation, l'assurance, faciliter le financement des banques, les prêts bancaires, mettre toute une panoplie de un encadrement afin de donner confiance, parce que l'industriel ne s'avancerait que s'il est encadré par une série de législations qui pourraient le protéger. Et je pense que la législation et la finance devraient être une priorité dans le domaine des énergies. Les mettre en place, ce devrait être une priorité afin que le citoyen adhère. Il y a aussi le volet enseignement. C'est pas encore ce dont vous parlez en matière d'incitation ou l'encouragement à l'investissement dans les énergies renouvelables, mais il y a dans l'enseignement l'apparition de filières. Des filières qui concernent les énergies renouvelables. C'est encourageant. Qu'est-ce que ça peut former pour demain? Justement, moi j'enseigne les énergies renouvelables au niveau du département d'énergie renouvelable de l'université de Blida, qui existe depuis quand même 6 années. Oui. Nous on forme des licences et des masters en solaire photovoltaïque, thermique, solaire et même en bioclimatique. Ce sont des jeunes qui sont destinés justement à reprendre le flambeau. C'est-à-dire que nous, maintenant, c'est incontournable. Nous sommes obligés d'aller vers les énergies renouvelables parce que le monde entier se tourne vers les énergies renouvelables. Donc, par la force des choses, nous faisons partie de ce monde, nous allons nous intégrer. Vous savez que plusieurs de nos étudiants, malheureusement, partent à l'étranger et sont dans des bureaux d'études qui travaillent, ils sont très demandés à l'étranger. Oui. Alors peut-être qu'il faudrait leur ouvrir les portes, les intégrer sur le marché du travail et mettre peut-être un couloir prioritaire pour les gens qui travaillent dans les énergies propres, pour pouvoir les encourager. Qu'il y ait des débouchés, donc, pour cette filière. Oui. Madame Docteur Nechida Ksbadi Merzouk, je rappelle que vous êtes enseignant universitaire actuellement et vous êtes ex-directrice de l'unité de développement des équipements solaires qui est affiliée au CDER de Beaux-Arts d'Alger. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt et très bonne suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.